Bonjour à tous, ici Ronan Bonchard sur La Clé du Succès, jeune entrepreneur et cofondateur de Spratic qui vise à faciliter la pratique du sport. Je suis aussi un passionné de la performance, du dépassement de soi et de l'excellence. Alors, comment battre un record du monde à presque 40 ans, obtenir une médaille olympique à seulement 20 ans, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou comment devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année? On vous dit tout dans La Clé du Succès, où je vous propose d'échanger avec des coachs, des entraîneurs, des mentors ou encore des chorégraphes qui font briller des équipes et qui aident des personnes à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Ils vous permettent de dépasser vos limites, casser vos barrières psychologiques, se surpasser pour atteindre des objectifs qu'on pensait inaccessibles. Ces personnalités extraordinaires me dévoilent en quelque sorte leurs recettes, leurs secrets qui leur ont permis d'atteindre un réel succès avec les personnes qu'ils entourent. Alors je ne vous en dis pas plus et j'espère que ces échanges vous inspireront et que cela vous permettra peut-être d'obtenir le meilleur de vous-même. Pour le premier épisode de ce podcast, je tiens d'abord à vous remercier d'être ici et j'espère que les épisodes vous plairont autant qu'ils m'ont plu à les enregistrer. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours constructifs, ça m'aidera beaucoup pour la suite. Et si l'épisode vous plaît et que vous avez envie de me soutenir dans cette aventure, je vous invite à me donner une super note 5 sur 5 sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce premier enregistrement a eu lieu pendant la période de confinement. Le son ne sera donc pas le plus optimal pour celui-ci. Je m'en excuse vraiment par avance, mais j'espère que le contenu vous plaira. Aujourd'hui, je reçois Ludovic Didier, entraîneur de l'équipe de France de ski de boss. Certains d'entre vous le connaissent sûrement grâce aux victoires de son équipe aux Jeux Olympiques. Alors, véritable passionné de ski de boss, Ludovic, il m'a surtout impressionné par sa force de persévérance. C'est un autodidacte. Vous verrez d'ailleurs dans cet épisode comment il a commencé à s'entraîner tout seul en fabriquant ses propres pistes de ski. On sent que son envie de transmettre est très forte et qu'il est dévoué à son équipe. D'ailleurs, comme il nous le dit, pour atteindre des titres, il cherche toujours comment mettre ses sportifs dans d'excellentes conditions pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je m'arrête là avant de vous en dire plus et je vous livre enfin ma discussion avec Ludovic Didier. Salut Ludovic, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast La Clé du Succès. Merci. J'ai pu suivre au cours des dernières années les résultats formidables de ton équipe de France de ski à boss. Et Merci. J'avais vraiment envie d'en savoir plus sur le comment t'en es arrivé là et comment on en est arrivé à avoir des super résultats comme ça. J'en dis pas plus pour regarder pour la suite, mais si t'es d'accord, je vais déjà essayer de te présenter rapidement et tu me diras si j'ai pas fait d'erreur. Ouais, y a pas de souci, je t'écoute. Alors, Ludovic Didier, tu es né le 28 août 1983. Tu viens de la Maurienne en Savoie et plus précisément d'Albiès, pas loin de Modane. Ouais, alors on prononce pas le Z, c'est Albier. Ah d'accord, voilà. d'Albier, donc pas loin de Modane. Tu commences le ski de boss à 13 ans avec Philippe Bron, un ancien champion du monde de ski de boss. Et après ton premier stage de ski à Tignes, c'est la révélation. Tu fais pourtant une année en école de commerce, mais ayant déjà intégré l'équipe de France de ski de boss, tu décides finalement de te consacrer entièrement à ta passion. Tu fais d'abord carrière en tant qu'athlète de haut niveau en équipe de France de ski. Puis tu commences tes premiers coachings, on va dire, en tant que moniteur de ski à Méribel, avant d'être entraîneur au club de sport de Méribel, puis au comité de ski de Savoie, puis entraîneur dans l'équipe de France de ski de boss pour en arriver où tu es actuellement. Tu entraînes et coaches notamment Perrine Lafont, on en reparlera plus tard, mais qui est médaillée olympique, plusieurs fois championne du monde. Mais tu coaches et as coaché aussi surtout d'autres brillants et talentueux skieurs de boss comme Benjamin Cavé, Guy Bocolas, Anthony Bénat, Albert Bedoué et d'autres, car tu es le chef de l'équipe de France de ski de boss depuis juin 2013. Bah écoute, t'es plutôt bien renseigné. Ok. comme quoi on trouve de tout sur Internet. Exactement. On va rentrer un peu plus dans le détail du coup. Est-ce que toi, tu as toujours voulu être dans l'excellence sportive, que ça soit entraîneur ou sportif de haut niveau? Qu'est-ce que tu voulais faire étant petit? En fait, c'est vrai que j'ai toujours aimé le sport. Quand j'ai attaqué à faire du ski dans ma petite station, pour moi, c'est le ski, ça a toujours été une révélation. La glisse, c'était une évidence pour moi. Alors l'objectif au début, c'était de faire du ski alpin. Voilà, parce qu'on n'a pas de structure de freestyle malheureusement dans la vallée de la Maurienne. Ok. Donc c'était vraiment une envie de percer en ski alpin et puis parce qu'en fait on skiait avec les copains aussi qui faisaient du ski alpin. Donc c'était le premier rêve.
Et puis il s'est un petit peu effilé au fur et à mesure des années. Ça correspondait pas du tout au caractère qui était le mien. Ouais. Je suis quelqu'un qui passait plus de temps en dehors des pistes que sur les pistes. Donc au final, l'évidence c'est un petit peu rapproché naturellement. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment dériver sur le ski acrobatique, c'est que mon père est originaire en fait de la vallée de la Chartreuse, donc au-dessus de Chambéry. Et il était super copain avec Philippe Bron, donc qui a été entraîneur d'Edgar Gros-Piron, mais aussi champion du monde de ski de boss à l'époque. Et voilà, il lui a posé la question de savoir comment je pouvais m'orienter sur le ski acrobatique, et c'est Philippe Bron qui m'a orienté sur un stage avec Henri Autier à l'époque à Tignes. Et après ce stage, il n'était plus question de rien d'autre, quoi. Ça s'est vraiment révélé comme ça. Je suis arrivé, j'en ai pris, pour pas être vulgaire, j'en ai pris plein la gueule. Il y avait les boss, c'était le ski sur le glacier l'été. J'ai eu la chance d'avoir Edgar qui est passé pendant 2 jours pour nous coacher, avec des mecs de l'équipe de France à l'époque qui étaient pendant le stage, on va dire des intervenants. Et ça m'a vraiment sidéré, quoi. Je me suis dit, mais les mecs, ils vivent de ça, ils se régalent toute la journée, et pour moi, quand je suis rentré, c'était clair, c'était décidé, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire et pas autre chose. Ok, mais du coup, tu me dis, dans la vallée de la Maurienne, il n'y avait pas de structure. T'as fait comment, du coup? Ça a été, les débuts ont été un petit peu compliqués. J'ai commencé en fait à Tignes avec ce stage, donc ça m'a plu tout de suite. Et c'est vrai que la saison d'après, j'ai dit à mon père, à l'époque, on avait un critérium jeune qui était à Valmeunier, là, non loin d'où j'habite. Ok. Et j'avais demandé à mon père de m'y inscrire parce que j'avais vraiment envie de tester en fait une compétition. Suite au stage de l'été que j'avais fait, j'avais vraiment envie de m'essayer. Ouais, mais j'avais envie de me frotter aux autres, j'avais envie de voir ce que c'était vraiment sur les courses, et c'est comme ça que je pouvais voir où est-ce que j'en étais. Bon, je t'avoue franchement, quand je suis arrivé, j'ai vu tous les clubs débarquer, parce que c'est vrai que maintenant, ça recommence, il y a un peu plus d'engouement, mais quand je suis arrivé à l'époque, c'était un truc incroyable, quoi. Ouais, il y avait vraiment, et puis c'était des structures où il y avait, je sais pas, 15, 20 gamins. Enfin, moi, j'arrivais, j'étais là, j'étais vraiment le touriste qui arrivait, quoi. Ouais. Et donc, écoute, la course a plutôt bien marché. Je finis 4e ou 5e, je crois, au Critérium Jeune. Et ça m'a encore plus conforté dans le choix que je m'étais déjà mis dans la tête. Il faut que je me lance là-dedans à fond, quoi. Mais je t'avoue que ça a été complexe parce que au final, je connaissais rien du tout au ski de boss, quoi. Enfin, je connaissais rien. On va dire que techniquement, j'avais une très bonne base de skieur alpin. Je faisais déjà des sauts à droite, à gauche, voilà. Mais on va dire qu'après, il y a une technique particulière dans les bosses pour progresser. Et là, j'avais pas de structure. Donc, qui dit pas de structure, j'avais pas de club chez moi en Maurienne qui me permettait d'avoir un entraîneur ou un encadrant qui était formé au boss pour pouvoir m'apprendre à moi faire cette pratique. Donc, mon père avait un caméscope à l'époque. Et on filmait énormément la concurrence. Et quand je rentrais chez moi le soir, je visionnais les autres. Génial. Du coup, tu t'es fait du coaching toi-même, en fait, finalement. Ouais, beaucoup. Je me suis beaucoup auto-évalué. J'ai beaucoup fait de visualisation via ce que je voyais sur les autres. Alors bien sûr, je filmais tout le monde, mais j'essayais de récupérer les meilleurs morceaux, hein. Oui. Donc, je demandais à mon père de filmer à peu près tout le monde, et puis je prenais les 3-4 meilleurs et je me focalisais là-dessus. Et puis il a fallu que je fabrique ma piste tout seul. Donc je me suis trouvé une piste un petit peu en bord de station, et je me suis construit mes bosses tout seul. Ah ouais, c'est génial. Ok. Ça t'a manqué quand même de pas avoir de coach, toi, quand t'as commencé justement à faire ta piste. T'as senti qu'à un moment tu bloquais parce que justement il y avait pas d'entraînement derrière pour aller encore plus loin, pour progresser, parce que j'imagine les vidéos, tu vois, ça a fait un temps, et après tu t'es dit bon il faut que j'aille un peu au niveau encore au-dessus, quoi. En fait, j'étais tellement acharné que j'ai progressé quand même relativement vite. Ok. Ce qui m'a aidé après aussi, c'est que quand je suis allé sur les compétitions un peu plus régulièrement, sur les compétitions de boss, il y a des entraîneurs qui ont pu voir le niveau que j'avais. Alors l'histoire, elle est incroyable parce que finalement, quand je me suis fait recruter au comité de ski de Savoie, c'était Stéphane Goran à l'époque, l'entraîneur. Okay. Et en fait, Stéphane Goran était l'entraîneur du club des sports de Méribel. Et c'est lui déjà à l'époque qui avait repéré que j'avais du potentiel et qui avait été voir mon père en lui disant on peut pas le laisser tout seul, il a pas de structure. Vu le niveau qu'il a, j'aimerais bien le récupérer au comité de Savoie. Donc j'avais pas de club particulier, mais j'étais déjà parmi les meilleurs, on va dire, du
du circuit Critérium Jeune. Donc il m'a dit, moi l'été prochain, j'aimerais bien récupérer au comité de Savoie. Donc c'est Stéphane au départ qui m'avait dit, allez, viens avec nous au comité de Savoie. Et il y avait Greg Guénet aussi, et Greg Guénet qui était l'entraîneur du club des sports de La Plagne à l'époque. Voilà. Donc après je suis rentré très jeune en fait au club des sports de La Plagne. Ça a été aussi un difficile moment parce que j'étais vraiment motivé, mais il a fallu faire un choix. Donc c'est-à-dire que je suis parti de chez mes parents, j'avais quand même 14 ans. Ouais, c'est hyper Donc tôt. voilà, je passais des hivers tout seul à me faire la bouffe. Donc ça t'apprend à vivre quelque part. Ouais, ça a dû être pas facile au début à 14 ans parce que ça fait très tôt, quoi. En fait, t'es même pas au lycée, t'es encore au collège. Non. Donc je suivais en plus le lycée enfin j'étais même pas en structure, j'étais au collège là. Et c'était bref, c'était un peu galère. Et du coup c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai progressé assez rapidement et après Greg Guénet m'a donné ma chance à La Plagne et au bout de quelques temps, j'ai dû passer deux saisons. Ok. 2 saisons ou 3 saisons à La Plagne et je suis rentré en équipe de France, pareil, relativement jeune. Je suis rentré à 16 ou 17 ans. Okay. Voilà, donc après, ça s'est poursuivi comme ça. Trop cool. Trop cool. Du coup, tu me parlais du ski de boss, mais avant d'aborder la partie plus coaching et de découvrir comment on peut atteindre l'or olympique, j'ai des questions au niveau technique pour les auditeurs pour en savoir un peu plus sur ton sport parce que c'est vrai que c'est un sport qui est pas hyper médiatisé comme d'autres sports, on connaît peut-être un peu moins et se remettre un peu dans le contexte. Du coup, le ski de boss, c'est une discipline qui fait partie, si je me trompe pas, du ski acrobatique et qui est représentée aux Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce qui le différencie, même si c'est pas du tout comparable, par exemple du ski de la descente, et qu'est-ce qui caractérise, tu vois, le ski de boss? Alors, tout d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on n'appelle plus ça le ski acrobatique, on appelle ça le ski freestyle. Le ski acrobatique, c'était, on va dire, c'était une génération avant. Donc, le ski acrobatique, à l'époque, ça regroupait donc le ballet, la danse avec les skis. Ouais, je vois très bien. Le saut acrobatique, les bosses, et c'était tout, je crois. Attends, je pense pas en oublier, non. Et ça, c'était vraiment l'ancienne version. Donc, ski acrobatique, c'était vraiment les années 90, les belles époques du ski accro, teen, les Jeux Olympiques, les championnats du monde de ski de boss à la Clusa. Ok. Et après, en fait, avec l'évolution, c'est devenu ski freestyle parce qu'il y a eu l'apparition du New School qui est arrivé, on va dire, au sein du freestyle, enfin du ski acrobatique, mais qui est devenu freestyle par la suite. Après. Donc là, il y a des nouvelles disciplines qui sont nées, comme le halfpipe, le big air, le ski cross. Les bosses qui sont toujours restés, l'aerials, le ballet a disparu, mais maintenant en fait ça s'appelle le freestyle. Voilà. Ce qui différencie, on va dire, les bosses du ski cross. Alors, ce qui est complètement paradoxal, c'est qu'en fait aujourd'hui le ski cross est considéré comme une discipline freestyle, sauf que pour ma part, elle devrait pas l'être. Elle devrait pas l'être tout simplement parce que c'est un parcours qui est vallonné. Il y a des sauts, il y a des virages, il y a des bosses, il y a du fight et tout, ça c'est bien. Mais le seul truc, c'est que si on prend l'ensemble des disciplines du freestyle, en fait, pourquoi on appelle ça le freestyle? C'est parce que c'est des sports qui sont jugés. Le big air est jugé, le halfpipe est jugé, l'aerial c'est jugé, les bosses sont jugés. Et en fait, c'est la seule discipline aujourd'hui qui fait partie on va dire, de la famille du freestyle qui n'a pas de caractère, de score qui est chronométré finalement. Voilà. Okay. Donc aujourd'hui la différence elle est là. Après les bosses, c'est vrai que c'est une discipline qui est quand même très spécifique dans le sens où il faut allier la technique, donc faut être bon techniquement en ski, mais il faut aussi être bon en accro parce qu'il faut joindre les deux. Voilà, parce qu'une descente parfaite, elle se concrétise quand les sauts sont bien réalisés et que le ski est vraiment propre. Donc il faut skier vite, bien, sauter bien. Voilà, donc c'est relativement complet comme discipline. Ok. En sport d'hiver, tu as beaucoup de récompenses qui sont un peu différentes de celles qu'il peut y avoir dans d'autres sports. Je pense notamment au Globe de Cristal, par exemple. Il y a le petit, il y a le gros, il y a des Coupes du Monde, il y a un championnat du monde tous les 2 ans, il y a bien sûr les Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux me raconter un peu toutes les différentes compétitions et récompenses qui peuvent exister et quelles sont les différences? Alors, en fait, toutes les années, t'as très bien découpé les choses. Donc, c'est-à-dire que moi, on fonctionne sur un cycle olympique. Donc, c'est-à-dire 4 ans. Okay. Donc, tous les 4 ans, on a les Jeux Olympiques. Donc, pour nous, c'est notre objectif majeur. Moi, je prends toujours ça dans ce sens-là parce que pour moi, en fait, c'est comme si tu posais une échelle au mur et qu'il fallait partir du premier échelon pour monter jusqu'en haut.
Donc pour arriver jusqu'au jeu et être prêt au jeu, le premier barreau de l'échelle, c'est toutes les saisons. Donc chaque barreau de l'échelle pour aller jusqu'en haut, toutes les saisons, en fait, on a une saison de Coupe du Monde, donc qui regroupe, on va dire, entre 12 et 14 étapes de Coupe du Monde. Ok. À travers le monde. Chaque Coupe du Monde donne un résultat. Ce résultat donne des points. Et avec ces points, tu as un total à la fin qui exerce un classement. Donc, celui qui a marqué le plus de points remporte le petit globe de la discipline. Donc, c'est-à-dire que tu as un globe de... Donc, ça, c'est chez les filles et les garçons. Hein. Donc, celui qui a marqué le plus de points dans l'hiver remporte le gros globe. Enfin, le petit globe, pardon. Je m'excuse, le petit globe. Le plus de points, c'est le petit globe. Ça, c'est le petit globe sur la Coupe du Monde qui représente donc la discipline. Après, le gros globe, c'est l'athlète. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans les disciplines du freestyle, donc qui regroupe le halfpipe, le ski cross, l'aerials, les balls, le big air. Ça, c'est l'athlète, pour ceux qui soient donc masculin ou féminin, c'est l'athlète qui a, on va dire, marqué le plus de points en termes de régularité sur tout l'hiver, qui remporte ce gros globe. Donc ça veut dire que ça récompense le meilleur athlète de l'ensemble du freestyle. Oui, du coup, c'est pas évident parce que c'est beaucoup de disciplines. Voilà, parce que pour gagner le petit globe de la discipline des boss, déjà tu te bats contre toi-même, ça c'est la première chose. Mais t'as de la concurrence au niveau de ta discipline, mais pour remporter le gros globe, après tu rentres aussi en concurrence avec les autres athlètes qui font d'autres performances dans d'autres disciplines. Voilà, donc c'est vrai que quand tu gagnes le petit et le gros, là tu as dominé complètement ta discipline, et quand tu gagnes le gros, là c'est que tu as dominé aussi l'ensemble des disciplines du freestyle de la saison, et ça fait de toi vraiment le meilleur skieur du monde. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des coupes du monde, et ça se répète toutes les saisons. Après, donc comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, tous les 2 ans il y a les championnats du monde. Donc ça, les championnats du monde, c'est one shot. Donc là, en championnat du monde, on a une course en single où on descend tout seul face au juge, et une course en parallèle où on est tous les deux. Donc en fait, ça crée un tableau, et en fait le meilleur va jusqu'au bout. C'est comme le tennis, c'est pareil. Voilà, t'as un tableau et il faut aller le plus loin possible pour arriver à la finale et gagner la course. Donc ça, c'est tous les 2 ans. Et avec ces championnats du monde, on récolte ce qu'on voit souvent, c'est un flocon, donc qui est d'or de préférence. Argent, vice-champion du monde, et bronze 3e. Voilà, donc ça c'est les championnats du monde. Et après, tous les 4 ans, on a les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, du coup, les championnats du monde, ils te préparent un peu à l'épreuve des Jeux Olympiques, puisque c'est pareil, c'est qu'une fois, c'est one time, et puis du coup, ils te préparent un petit peu tous les 2 ans. Ça te fait une petite piqûre de rappel pour les JO qui arrivent 2 ans plus tard, quoi. Exactement. On va dire qu'on a un objectif majeur tous les 2 ans. Alors le plus gros, c'est les Jeux, parce que c'est vraiment tous les 4 ans, mais voilà, c'est vrai qu'on a un très gros objectif à mettre en place tous les 2 ans, parce qu'on sait très bien que les championnats du monde vont nous permettre de rentrer vraiment dans les 2 dernières saisons avant les Jeux. Et c'est vrai que si t'as des athlètes qui sont proches ou qui sont médaillés, c'est vrai que ça te met quand même dans des très bonnes dispositions pour aller chercher une future médaille aux Jeux Olympiques. Du coup, on est rentré un peu dans la partie coaching. C'est un sport individuel, du coup, le ski de boss, et on parle quand même d'équipe de France. Alors, j'ai vu qu'il y avait certains sportifs de haut niveau français en ski de boss qui, dans le passé et même présentement, ont préféré s'entraîner un peu en dehors de l'équipe. Pour toi, qu'est-ce que l'équipe peut apporter en plus dans la préparation d'un athlète? Justement, tu parlais de préparation aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, par rapport à quelqu'un qui s'entraîne en solitaire. Je pense que les deux sont... Enfin, pour moi, je vois pas... Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. S'il y a des athlètes auxquels tu fais référence aujourd'hui qui sont encore sur la Coupe du Monde, ça, c'est des choix vraiment personnels. Hein. C'est des choix de leur part qui font qu'ils ont décidé de travailler en dehors du groupe et non plus à l'intérieur du groupe. Donc voilà, après ça c'est un choix perso avec une structure privée, comme ce qui peut se passer en tennis, ou enfin non, en tennis c'est que privé, mais en ski alpin par exemple ça existe. Alexis Pinturo a sa structure, Eric Christopherson a sa structure. Moi je trouve que dans notre sport finalement c'est bien d'être en équipe, dans le sens où si tu veux, c'est déjà pas un sport qui est énormément volumineux. Et pour moi, bon, aujourd'hui, je dis ça parce que c'est vrai que j'ai la chance d'être à la tête d'une équipe hyper soudée, avec lequel ça se passe super bien, et je pense que
la mentalité qu'on a tous au quotidien et les valeurs qu'on a pour chacun font qu'il y a une super ambiance. On s'aide tous les uns et les autres en permanence. Et pour moi, la vraie richesse et la vraie valeur du groupe, elle est là. C'est l'humanité qui transpire sur le team au quotidien. Donc, je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Après, si ce n'est que le groupe, je pense que ça peut t'apporter beaucoup sur une saison ou des saisons, parce que on sait tous que bah oui, le sport est individuel, mais quand on réussit toujours mieux à plusieurs. Hein. Ouais. Quand t'as un problème et que t'as des gens qui sont autour de toi pour pouvoir t'aider, quand c'est structuré et autres, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est pour ça que moi je mets vraiment un point d'orgue à ce que l'équipe s'entende vraiment bien, que chaque personne qui soit mise en place soit compétente dans leur travail pour que on ait un vrai bon retour, et puis surtout que l'ambiance soit top, et que finalement on ait des objectifs très élevés, mais qu'on perde pas à l'esprit que ça reste quand même du sport, que ça reste un jeu, et que il faut avant tout prendre du plaisir, s'amuser pour pouvoir performer. Ça c'est ce qui me motive le plus aujourd'hui. Voilà. Ok. Du coup, juste avant d'entamer justement cette partie-là de coaching et d'entraînement, j'ai une dernière question. À quel moment ça t'est venu de te dire je veux être chef de l'équipe de France de ski à bosse, et qu'est-ce qui t'a donné envie et poussé d'aller jusque-là? À quel moment tu t'es dit bon bah ça y est, c'est ça que je veux faire? Alors, en fait, si tu veux, c'est venu comme ça, hein. Tout simplement parce que j'ai fait une carrière en fait de skieur de boss jusqu'à mon arrêt en 2008. Je pense comme tout à chacun, pardon, on a des fois quand on s'arrête, on a envie de passer à autre chose, de tourner la page, de voir de nouveaux horizons, de sortir un petit peu du monde dans lequel on a évolué pendant sa carrière. C'est vrai que suite à l'appel de Stéphane Goran, après ma carrière, de revenir sur Méribel, ça me donnait l'opportunité, on va dire, de rester en contact dans mon sport avec un niveau qui était bien en dessous de celui que j'avais connu pendant ma carrière sportive. Et ça me permettait de remettre aussi un petit peu le pied à l'étrier, d'aider des jeunes, de voir le sport différemment, de faire mes armes aussi un petit peu, tout simplement, de manager, de voir ce que j'étais capable de faire avec un groupe, de manager un groupe de skieurs de club, hein, finalement. Ouais. Donc, après, ce qui change aujourd'hui, on va dire que c'est les intensités des entraînements, c'est la pression des compétitions, parce que c'est vrai que quand tu évolues à haut niveau, bah après dans ta carrière, le niveau augmente et forcément on attend beaucoup plus de toi. Mais finalement, je prends toujours autant de plaisir que j'en prenais quand j'ai attaqué avec le club, parce que ce que j'ai toujours mis au centre de mon métier, c'est les valeurs humaines avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. Et finalement, si tu veux, je prenais du plaisir dans ce que je faisais, j'avais des résultats. Je pense qu'il y a des athlètes qui avaient envie de travailler avec moi, pardon, avec un niveau un petit peu plus élevé. Donc, on m'a fait la proposition de me faire rentrer en équipe de France comme assistant, où j'y ai passé 2 ans. Donc, ça m'a aussi moi lancé dans une carrière d'entraîneur en Coupe du Monde, parce que on se rend pas forcément compte de l'impact que ça a, le travail qui est mis autour de nous en place quand on est athlète. C'est vrai que quand tu es athlète, tu as surtout ta vision personnelle, ce qui est normal. Hein. Tu es là pour te battre, pour ta carrière, pour ci, pour ça. Donc, tu es vraiment focalisé sur ce que toi, tu as à faire. Sauf que quand tu es coach, bah, tu manages toute une équipe, et il faut que tu sois attentionné sur l'ensemble de tes athlètes pour qu'ils performent tous. Donc, on va dire que c'est pas du tout pareil, quoi. Voilà, la gestion est complètement différente. Ouais, tu vis un peu plus finalement tu vis pour les les autres, et ton métier c'est Voilà. d'être là pour les autres, quoi. Voilà, tout à fait. Bah, c'est vraiment, c'est une abnégation totale, hein. C'est vraiment donner de son temps, et puis faire ce que tu aimes, tout simplement. Mais après, moi, je considère pas ça aujourd'hui comme un sacrifice, hein. C'est quelque chose de naturel. C'est l'envie de partager, c'est l'envie d'aller au bout tous ensemble, de mettre en place des choses, et ça, c'est hyper important. Voilà, donc c'est aussi ce qui fait que l'équipe marche bien, parce qu'il y a une entente là-dessus qui est très claire. Les rôles sont très bien scindés, chacun est bien à sa place, chacun fait ce qu'il a à faire, et c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Donc finalement, ce rôle de chef d'équipe, il est venu un peu naturellement, parce que quand les 2 chefs d'équipe avec lesquels j'ai travaillé ont décidé d'arrêter, on m'a proposé le poste. Et c'est vrai que quand j'ai pris le poste de chef d'équipe, j'étais quand même jeune. J'avais manqué un petit peu d'expérience au début en Coupe du Monde par rapport au coaching. Donc je me suis dit, ouh là là là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es peut-être en train de te mettre une balle dans le pied, parce que
parce que l'équipe de France de ski de boss à l'époque, elle était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les résultats étaient en déclin. Fallait remonter une équipe. Et ça n'a pas été facile. Voilà. Il a vraiment fallu s'armer d'acharnement, de travail, de patience. Mais bon, je savais ce que je voulais. Et c'est vrai que quand on m'a proposé ce poste, je l'ai accepté. Mais avant tout, je l'ai assumé, quoi, parce que devenir le garant de quelque chose, c'est pas toujours évident. On pense que les postes sont beaux, la place est belle, mais il y a aussi une forme de pression là-dedans, dans le sens où quand tu endosses le rôle de manager et de chef d'une équipe, surtout celle de l'équipe de France de boss qui a finalement toujours eu des résultats par le passé, tu t'exposes forcément aux critiques, tu t'exposes à la tension, à la pression, enfin bref, voilà, et puis surtout à l'attente aussi des athlètes qui sont là pour performer, et c'est à toi de mettre les choses en place pour que ça évolue. Donc faut faire les bons choix. Ok, du coup on arrive sur la partie management, coaching, entraînement du coup, sur la préparation pour un sportif de haut niveau, et particulièrement pour une préparation olympique. Donc, t'es arrivé en 2013, toi, et tu repères déjà des talents comme Perrine Lafont, dont on parlera plus tard. Ton intégration, elle est très vite. Tu l'as expliqué dès le début, parce que tu as eu des résultats assez rapidement. Ouais. Il faudrait parler des compétitions, justement. Sur une année, il y a des compétitions de décembre à mars à peu près, d'après ce qu'on voit. Et ce qui veut dire beaucoup de préparation en amont et pendant cette période. Comment ils se découpent l'entraînement sur une année avec compétition? Est-ce que tu peux me faire une année type? Comment ça se découpe une année? Parce que j'imagine que l'entraînement n'est pas le même en période de compétition et en période hors compétition. Alors pour moi, j'ai toujours l'habitude de dire c'est un peu comme un travail saisonnier. Il y a 2 saisons. Il y a le travail d'été il y a l'entraînement d'été et après il y a la saison d'hiver. Ok. Donc en règle générale, pour vraiment refaire le résumé rapidement, c'est que quand on termine une saison, on fait toujours un débriefing collectif et un débriefing individuel de ce qui a marché, pas marché. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu envie de mettre en place aussi, beaucoup plus approfondi, parce que ça nous permet de nous dire les choses. Quand on est dans une saison d'hiver, ça va tellement vite avec tout ce qui se passe, les déplacements et autres, qu'on n'a pas forcément le temps de prendre du recul et d'analyser ce qui s'est passé. Alors, on fait des débriefings après chaque course, mais c'est vrai qu'au sens large du terme, quand on prend un peu de recul après la saison, ça permet aux athlètes d'avoir déjà à froid réfléchi un petit peu à ce qui s'était bien passé ou pas. De eux, nous aussi, nous faire part de leurs envies, de leurs projets, de leur contentement ou mécontentement vis-à-vis de certaines choses. Après, à nous de pas être braqués sur les choses qu'on nous dit, mais plutôt être attentif à leur discours pour pouvoir noter tout ça et puis essayer de faire progresser encore mieux les choses. Donc finalement, c'est savoir se parler aussi, c'est savoir se faire confiance. Donc ça, c'est la première étape pour moi qui est très importante parce qu'elle détermine vraiment l'ensemble de l'été et de l'automne. Parce qu'une fois que toutes les choses sont bien posées sur quelqu'un, tu peux vraiment te dire, voilà, quand il manque ça, on va travailler là-dessus. Donc c'est comme ça qu'on découpe. Après, sinon, en termes on va dire de progression, on va dire que le mois de mai, malheureusement cette année avec le confinement et l'épidémie, ça n'a pas pu être le cas. Mais on se retrouve souvent au centre sportif à Albertville que la Fédération française de ski a mis en place il y a quelques années maintenant, où là il y a des équipements au niveau de la musculation, de la gym, où là on fait vraiment une grosse partie de travail physique pour les athlètes. Donc les remettre en forme après leur saison, reprendre même s'ils ont on va dire une hygiène de vie de sportif de haut niveau, c'est les remettre en selle tout doucement pour arriver au mois de juin sur les glaciers pour pouvoir attaquer le ski vraiment en pleine forme et préparer justement à prendre les impacts au niveau des réceptions, les bosses aussi, parce que mine de rien ça tape. Donc quand t'as pas skié depuis 1 mois et demi, 2 mois, faut remettre aussi le corps en route par rapport on va dire aux pathologies de notre sport. Ouais. Donc ça c'est la partie d'été. Donc on fait beaucoup de préparation. Après on fait de préparation physique, on fait de la préparation acrobatique avec le water jump, on saute aussi dans l'eau, où là on répète inlassablement des figures sur une rampe en synthétique qui nous éjecte dans un lac ou dans une piscine. Donc là ça a pour but de travailler notre acrobatie et de travailler les nouveaux sauts. Donc on travaille énormément les timings d'accélération, de réception, de sortie, voilà, pour poser précisément, parfaitement au bon endroit dans les bosses.
et après on met tout ça en place sur la neige. Donc vient un peu plus le vif du sujet au mois d'août, septembre, où là on a l'habitude de partir en hémisphère sud. Après il y a un petit break, on va dire 3 semaines, un mois, et après on remet les skis à partir de fin septembre, octobre, pour faire vraiment 2 mois de préparation pleine. L'objectif c'est pas qu'ils arrivent non plus trop cramés en début de saison. Ouais. Et qu'on remette vraiment des intensités. Donc tout ce qu'on a travaillé, on le condense vraiment sur ces mois-là, et puis on affine vraiment la préparation pour qu'il y ait beaucoup moins de quantité mais plus de qualité, et qu'on arrive sur les Coupes du Monde aiguisés comme il faut, et qu'on puisse, j'ai l'habitude de dire, appuyer sur play et ne répéter que ce qu'on a travaillé pendant la saison d'hiver. Ouais, que ça devienne des automatismes. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, donc, on rentre dans la deuxième phase. Donc, et quand on arrive sur les compétitions, il y a les décalages horaires. On arrive 2 à 3 jours avant la course, parce qu'en fait, les 2 jours avant la course, il faut savoir qu'on a 2 journées pour être sur la piste, se préparer, s'entraîner sur la piste pour prendre ses marques, pour être prêt le jour de la course. Okay. Donc finalement, avec seulement 2 journées, je trouve que l'hiver, on progresse pas spécialement en ski. Enfin, le gros du travail technique accro, il se fait vraiment à l'été, l'automne. Oui, voilà, donc le gros de la préparation en fait pour les compétitions, finalement, il se fait hors de la saison en fait. Il se fait lors de la préparation d'été, quoi. Ouais. Voilà. Bon, après, on progresse toujours. Hein. Ne dire qu'on ne progresse pas, c'est faux. Hein. On progresse tous les jours, mais on va dire que le gros du travail techniquement, tout ça, les moments où il faut qu'on change des choses, qu'on affine sur des postures, sur de la technique, sur des axes de rotation et autres. Malheureusement, ça, on n'a pas le temps de le mettre en place sur les préparations de Coupe du Monde. Donc c'est un travail qui doit se faire automatiquement en amont pour être sûr de maîtriser ce que tu fais, parce que une fois de plus, on fait un sport jugé, et c'est avant tout un sport esthétique, de précision. Donc quelque chose finalement qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser, ça sert à rien de le présenter, parce qu'on sait que finalement on va pas avoir les points escomptés, et finalement pas le classement au bout non plus. Donc ça rentre pas forcément dans la ligne d'objectif. Ouais. Voilà. Tout est mis en accord, comme je te le disais tout à l'heure. Au mois de juin, enfin mai-juin. Voilà, comme ça en fait, on sait exactement ce que eux veulent faire, ce que nous on pense d'eux, et comme ça on met les objectifs en place. Et l'objectif pour nous, c'est de leur donner des objectifs qui soient à leur portée, et pas au-delà. Comme ça en fait, ils sont la plupart du temps dans une ligne de progression qui est hyper linéaire, et ils sont jamais pris par la pression à essayer de faire quelque chose finalement qui n'est pas à leur niveau. Ok, mais du coup, ça me fait rebondir sur 2 choses. Il y a 2 choses qui m'intéressent. Il y a toute la partie préparation, alimentation, gestion de sommeil. Mais il y a aussi une chose qui m'intéresse. Tu me disais, on les écoute, on écoute leurs besoins. Oui. En fait, j'aurais voulu savoir quel est le ratio, quel est le rapport entre qui est-ce qui fait les choix techniques et les choix d'entraînement. Est-ce que c'est vraiment toi et l'équipe, le staff, qui décide pour un sportif de lui dire écoute, ton entraînement ça sera ça à l'année, et 100% des choix techniques et de préparation ils sont décidés par le staff en amont, ou est-ce qu'il y a vraiment un 50-50 entre le sportif, ou c'est plus le sportif qui choisit? Comment ça se passe justement à ce niveau-là? Non, suite aux discussions qu'on peut avoir avec les athlètes, nous c'est vrai qu'on a déjà, on va dire, échangé avec le staff au préalable. On s'est aussi dit les choses qui avaient fonctionné, pas fonctionné, sur une vision, on va dire, plus générale, plus globale. Après, on rentre dans le détail avec chaque individualité. Hein. Donc, si tu veux, c'est un travail un peu plus précis sur chaque personne, mais la globalité, on l'a fait tous ensemble. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que j'aime bien que les athlètes parlent beaucoup, qu'ils annoncent beaucoup ce qu'ils ont envie de faire. Donc comme ça, nous on écoute beaucoup aussi. Donc ça, on va dire que ça confronte les idées par rapport à ce que nous on met en place, et on trouve toujours un terrain d'entente au final vis-à-vis de ça. Après, moi, j'ai pour habitude de vraiment pas les laisser choisir, mais dans les discussions qu'ils soient acteurs de ce qu'ils ont envie de faire, parce que c'est des sportifs de haut niveau, et le projet d'être médaillé olympique, c'est leur projet quand même. Nous, on sera pas médaillé olympique, hein, quelque part. Donc, alors, on aura aidé, on sera des coachs de deux personnalités ou 2 médaillés olympiques, mais on sera pas médaillé olympique. Donc le projet d'être médaillé olympique aujourd'hui, ou gagner des coupes du monde, ou enfin bref, tous les objectifs que tu veux te mettre à ton niveau, hein, c'est avant tout
ton choix, c'est ta décision, et je pense que le projet, c'est à toi de le prendre à bras le corps. Donc la décision, on va dire que j'ai l'habitude de dire que c'est 50-50. Après, on a un encadrement où il y a des choses qu'on décide en termes de gestion de groupe, en termes de préparation, en termes de voilà, où ça par contre c'est le groupe qui décide, donc c'est des réunions avec le staff et moi qui prends des décisions et qui annonce les décisions qui sont prises. Donc ça par contre il y a des choses sur lesquelles on leur laisse pas le choix parce que il faut quand même un cadre dans tout ça. Voilà, donc je dirais plus 50-50 aujourd'hui. Ok. Et du coup, la deuxième chose, c'était du côté, on va dire, l'entraînement qui n'est pas physique et sportif et technique, c'est au niveau préparation alimentaire, par exemple. J'imagine que c'est quelque chose d'hyper important, surtout au niveau. Alors, on entend et on voit beaucoup de choses en général sur les sportifs de haut niveau. Il faut des vrais petits déjeuners très variés, au moins 5 repas, des repas avec une ration de laitage, des viandes une fois par jour, peu de produits sucrés. Je sais pas si tout est vrai et tout est bon, mais est-ce qu'il y a une recette magique, un régime magique pour atteindre des performances exceptionnelles? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut respecter? Alors, nous par chance, très sincèrement, et là-dessus, je suis vraiment en toute franchise. J'ai énormément de chance vis-à-vis de ce groupe parce que c'est des athlètes qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Et la majeure partie savent vraiment faire la part des choses et de savoir comment il faut, on va dire, s'alimenter. Après, avec des conseils extérieurs, mais comment s'alimenter et comment essayer de manger le mieux possible pour avoir on va dire, la meilleure hygiène de vie du sportif de haut niveau possible. Faut savoir quand même que nous, on est une discipline qui est complètement en autonomie, donc c'est-à-dire qu'on vit tous ensemble dans un chalet et en fait, on se fait à manger. Ok. On n'a pas l'opportunité de pouvoir aller dans des hôtels et avoir des chefs qui nous préparent à manger, donc c'est nous qui nous occupons de nos tâches ménagères, nos tâches de cuisine. Donc on fonctionne par binôme en règle générale dans le groupe, donc on va dire que chaque groupe travaille pour le reste du groupe, donc chaque soir, donc fait à manger. Après le midi, bon, c'est un petit peu plus séparé parce que des fois on descend de séances de ski à des horaires un petit peu différents. Donc chacun se débrouille, mais le soir, il y a vraiment un groupe qui travaille pour les autres et on essaye de manger le plus sainement possible. Alors après, je dis pas qu'il n'y a pas des fois quelques débordements, mais aujourd'hui, on a des athlètes de haute qualité avec déjà une mentalité qui sont très portées sur ce qu'ils mettent en place tout le temps sur les skis en dehors, surtout au niveau de la nutrition. Après, je sais qu'il y en a qui font l'effort de travailler aussi avec des nutritionnistes à côté de l'équipe de France. Ok. Donc voilà, ils ont des boissons de récupération, voilà, il y a toutes des choses qui sont mises en place autour d'eux pour pouvoir être les plus performants possibles. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas vraiment l'œil sur la bouffe. Je sais qu'on mange bien en stage parce que je fais partie du groupe, donc voilà. Mais non, mais ils sont relativement sérieux là-dessus et c'est vrai que c'est quelque chose par la suite, sans parler de diététicien, que j'aimerais mettre en place si pendant les étés et les automnes, je pouvais avoir l'opportunité d'avoir ne serait-ce qu'un petit cuistot, quelqu'un qui puisse nous faire à manger, ce serait l'idéal. Non pas par luxe. Le message est passé en tout cas si ouais. les nous écoutent. Voilà. Non mais non pas par luxe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille énormément. On part le matin sur glacier, il est 6h30, 7h. On rentre, il est 15h. Faut se faire à manger. Après on repart en séance. Le soir, faut en faire la bouffe. C'est niveau fatigue. C'est vrai qu'aujourd'hui dans notre quotidien, c'est quelque chose de très contraignant parce qu'il y a aussi, faut savoir qu'une journée de ski, elle est quand même décomposée voilà, on va dire de 8h30 à 12h30, 13h, on est sur les skis. Ils rentrent, ils mangent, ils se posent à peine 1h30, 2h, et ils vont en séance physique pendant 2 heures. Quand ils rentrent de tout ça, nous, au préalable avec mon assistant, on a préparé les vidéos, on a tout analysé les runs. Donc ils repassent un par un chaque soir pour analyser la vidéo. Donc après les vidéos durent jusqu'à 19h30, 20h. Donc c'est des journées qui sont bien remplies et c'est vrai que quand c'est à ton tour de faire la bouffe et qu'il faut mélanger un petit peu tout ça, voilà, des fois c'est pas très précis. Enfin c'est pas que c'est pas très précis, mais on fait tout en même temps. Donc ce serait que ce serait un confort de performance qui soit bien mieux pris en charge et ce serait bien pour nous quoi. Okay. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'avancer et qu'on va proposer là rapidement pour essayer de progresser là-dessus. Ok, mais du coup ça fédère bien l'équipe de faire ça, j'imagine. Oui. Mais de l'autre côté, est-ce que justement en ayant une équipe qui est tout le temps donc
très groupés, tout le temps ensemble. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes d'humeur, des problèmes d'ego, des engueulades entre des équipiers? Comment tu peux gérer ça en tant que coach et entraîneur? Puis, si tu veux, je suis la personne qui fait le tampon aujourd'hui. Je suis un petit peu le chef d'orchestre avec les baguettes, qui à un moment donné, là, on se tait, là, on a, tu vois, non, mais c'est vrai, c'est vraiment comme ça, qu'on gère, en tout cas que je gère le groupe au quotidien. Chaque journée est une nouvelle journée, tu sais pas du tout ce qui va t'arriver. Donc, on va dire que chaque cas de figure est exceptionnel. Voilà, il faut le gérer, il faut essayer de l'anticiper au maximum. Après, pour tout ce qui est ego, ça c'est quelque chose que j'ai essayé de vraiment de casser au niveau du groupe, même si on sait que de toute façon on est tous un peu pareil, hein, moi y compris, on a tous de l'ego, sinon on serait pas là pour faire du sport de haut niveau. Maintenant, c'est quelque chose qui se gère. Moi, je pars du principe que on a tous un ego pour pouvoir être à notre niveau, de faire des performances, de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais il faut garder cet ego-là un petit peu dans sa poche de temps en temps pour pouvoir respecter l'équilibre du groupe, qui est très important. Et donc ça, c'est à moi de le gérer. Donc c'est vrai que quand il y a des engueulades ou quand il y a des déconvenues, que ce soit entre les athlètes eux-mêmes ou un staff et un athlète, bah c'est à nous de faire le tampon, c'est à nous d'échanger une fois de plus, c'est à nous de discuter, c'est à nous de mettre toutes les choses sur la table pour faire en sorte que les choses ne s'enveniment pas et qu'on reparte à zéro et voilà. Donc c'est vrai que quand on vit toute l'année tous ensemble, faut pas croire, hein, c'est pas évident. Alors on a un super groupe, mais il y a des moments de tension aussi. Quand tu finis la saison, on est tous fatigués sur les rotules, on est tous partis pendant 1 mois et demi, 2 mois de chez nous, on a envie de rentrer chez nous, de retrouver notre maison, nos proches, nos compagnes, enfin bref. Donc voilà, c'est un équilibre à manager au quotidien pour qu'il n'y ait pas d'étincelles et que ça prenne pas feu. Donc voilà, mais en tout cas, enfin je le répète sincèrement, je trouve que ça se gère bien parce qu'on a vraiment fait des choix dans ce groupe. Et ce groupe aujourd'hui est vraiment constitué honnêtement de personnalités qui sont franchement extra. On se régale au quotidien, même s'il y a des fois des petites tensions, ça fait partie du jeu. Voilà, on remet les choses à plat et puis c'est reparti. Mais non, je suis vraiment hyper chanceux d'avoir le groupe que j'ai aujourd'hui autant que les athlètes que le staff. On se régale, quoi. Ok. Pour moi, entraîneur d'une équipe, j'ai l'impression, surtout toi, d'après ce que tu me dis, c'est un peu l'homme à tout faire de ton équipe. Donc, tu nous as déjà raconté un peu le cadre de tes missions, mais j'imagine des fois et souvent, ça va au-delà parce que t'es impliqué, passionné par ton sport et par ton équipe, comme tu dis, par l'humain. Est-ce que tu peux me raconter la chose la plus farfelue, compliquée ou celle qui sort un peu de l'ordinaire que tu aies faite pour ton équipe? Bah, c'est il y a 2 ans, c'est pour les Jeux. Okay. En fait, on était à Calgary en Coupe du Monde et il restait enfin 3 Coupes du Monde, enfin 2 plus précisément parce que c'était à 2 endroits différents, mais 3 Coupes du Monde. Donc il y avait la Coupe du Monde de Calgary et il y en avait 2 à Deer Valley, à côté de Salt Lake City. Et en fait, c'était les 2 dernières Coupes du Monde qui précédaient les Jeux Olympiques. Donc c'était hyper important qu'on soit performant sur ces 2 Coupes du Monde pour marquer les esprits et se placer en tant que médaillable pour 3 semaines plus tard. Ouais. Quand on est arrivé à Calgary, en fait, il y a la Fédération internationale de ski avait rapproché par rapport aux autres années énormément les 2 compétitions. On a l'habitude de prendre un avion à Calgary qui fait un vol direct jusqu'à Salt Lake City, mais en fait il y a tellement de monde qui prend cet avion parce qu'en fait il y en a que 2 par jour, un très tôt le matin et un très tard le soir, et il y a tellement de monde qui prend cet avion, et notamment en période de Coupe du Monde où tout le monde est finalement focalisé sur ce vol. Il y a des surplus de bagages, il y a des bagages qui n'arrivent jamais ou qui prennent du retard, et en fait là on pouvait pas se permettre de prendre du retard parce que si on n'avait pas les bagages, que ce soit les fringues ou les skis, quand on arrivait le lendemain on avait tout de suite l'entraînement pour mettre en place la course, et c'était pas possible de pas avoir le matos. Donc du coup j'ai pris la décision de prendre une voiture de Calgary jusqu'à Salt Lake City, et j'ai fait 16 heures de voiture pour prendre le matos et l'amener à Salt Lake City à bon port, et qu'on soit sûr d'avoir le matériel à Salt Lake. Ok, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais du coup, tu penses que ça a peut-être joué parce que du coup après c'est une médaille olympique pour Perrine Lafont.
Tu sais, je me dis plein de choses. Ouais. Mais je me dis surtout que rien n'arrive par hasard et que si tu laisses un petit peu les détails s'échapper, c'est à ce moment-là que tu perds le fil. Quand tu vois à quoi ça se joue une médaille olympique, Perrine est quand même championne olympique pour 2/10 de points. Donc, ça te laisse imaginer ce que ça peut représenter 2/10. Ouais. Ça te change ta vie, hein. Donc pour moi, tout est important. Après, je pense que ça a joué, c'est sûr. Parce que Perrine, ces deux courses-là, elle gagne la première, elle fait deuxième alors qu'elle devait aussi, je pense, gagner l'autre. Donc ça veut dire que elle se met directement, clairement en position de médailler Mais de leader. déjà, Ouais. mais aussi de leader pour gagner les Jeux. Donc c'est vrai que Perrine, voilà, hein, si elle a pas les skis les 2 premiers jours d'entraînement, elle s'entraîne pas, elle est pas full confiance, elle fait pas le ski qu'elle a fait, et puis voilà. Mais après c'est et si, mais ça on sait pas. Ouais. Mais il n'empêche quand même que je regrette pas de l'avoir fait. Si c'est à refaire demain, je referai exactement la même chose. Et voilà, aujourd'hui c'est aussi le rôle d'un manager de prendre des responsabilités, d'amener son équipe au bout, et voilà, des fois il faut savoir faire des choix. Donc le choix était vite fait. J'ai annulé mon billet d'avion et puis j'ai pris une voiture et puis j'ai fait 16 heures de voiture pour amener le matos. Voilà. Puis eux sont arrivés en avion le lendemain. C'est ce qui me fait penser, tu vois, à une relation un peu parent-enfant, on va dire. Est-ce que tu le vois comme ça, toi aussi? Alors après, c'est pareil, hein. Il y a beaucoup de degrés là-dedans. T'as des athlètes qui rentrent en équipe de France qui sont plus jeunes. Comme Perrine, à 15 ans, je crois qu'elle est rentrée. Ouais, Perrine est rentrée à 14 ans. Ouais. 14 ans. Perrine, Ouais. c'est vrai que Perrine, j'ai une relation qui est très particulière avec elle. Hein. Voilà, quand elle est arrivée, je la logeais chez moi parce qu'elle pouvait pas rentrer dans les Pyrénées. On s'est beaucoup côtoyé en dehors du ski. On a une relation qui, je pense, qui est très forte tous les deux sur le terrain et en dehors. Voilà, mais ça après, c'est des affinités qui se sont créées comme ça et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes points de vue et c'est ce qui fait que la relation est celle qu'elle est aujourd'hui. Après, moi, je considère aujourd'hui qu'on a vraiment tous un super contact. J'essaye au maximum je te dis, dans les discussions, de les faire parler, de se sentir à l'aise. Ils passent bientôt plus de temps avec nous. Enfin, on passe bientôt plus de temps ensemble qu'on le passe avec nos familles, mine de rien. Alors après, on reste quand même une équipe de France, on reste des coéquipiers et des entraîneurs entraînés, mais je trouve que la relation elle est forte et finalement c'est ce qui crée la beauté de notre histoire parce que c'est mettre les choses en place tous ensemble, c'est avoir le même rêve, c'est avoir le même but, c'est faire les mêmes sacrifices finalement au quotidien tous les jours pour atteindre cet objectif et je trouve que quand il y a une médaille qui est faite, c'est l'aboutissement de tout un groupe, c'est pas l'aboutissement d'une personne en particulier. Ouais. Et moi, c'est ça que je retiens aujourd'hui, c'est de réussir à être le chef d'équipe d'une organisation, de quelque chose qui fonctionne bien et qui puisse permettre aux athlètes on va dire, d'évoluer sereinement et de lâcher leur plein potentiel pour qu'ils soient les meilleurs du monde. Donc c'est vrai que quand t'as des médailles, t'as des podiums comme on l'a depuis quelques années maintenant avec c'est vrai que j'ai du mal à regarder en arrière, mais c'est vrai que le palmarès commence à être lourd maintenant. Il y a des choses qui ont été faites. On a du mal à prendre le temps de le réaliser, ça, parce que ça va tout tellement vite que finalement, on finit un objectif, il faut déjà en entrevoir un autre, donc il faut se remettre en question pour aller chercher le futur. Au-delà des médailles, c'est ce que le groupe représente et ce que ça représente pour nous qui est important et finalement c'est ce qui se retransmet à l'extérieur et c'est ce que le groupe fait voir de lui et voilà. Et je peux te dire que j'en suis fier parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et aujourd'hui je suis vraiment très heureux d'être le chef de file de cette équipe. Ouais, tu peux, tu peux. On parlait de Perrine Lafont là justement où tu as une relation particulière. Ouais. Bon, sur sa dernière saison, c'est 10 épreuves, 9 podiums, 8 victoires. C'est assez impressionnant. Toute discipline en ski ski acrobatique. Moi je dis ski acrobatique mais En freestyle. En freestyle, c'est le meilleur palmarès de cette équipe et même meilleur palmarès mondial aussi, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, elle est 14e au boss à Sochi en 2014. Elle est en 2018 à Pyongyang, elle est médaillée d'or olympique. Donc, c'est 4 ans de préparation entre. J'aurais voulu savoir comment tu prépares un sportif, justement, qui est 14e. Bon, elle était jeune à Sochi, mais a gagné une médaille olympique 4 ans plus tard. Est-ce que tu te dis, elle va la gagner, cette médaille? Est-ce que même toi, t'es persuadé qu'elle va la gagner? En 2014,
c'est l'éclosion de Perrine, mais c'est l'éclosion de Benjamin aussi, c'est l'éclosion d'un nouvel ère, c'est l'éclosion d'une nouvelle génération. Et finalement, après ces jeux qui sont pour moi les premiers, parce que j'ai pris le poste finalement même pas 9 mois ou 10 mois avant. Et je peux te dire que ces jeux, ils ont été pour moi une grande source d'inspiration parce que finalement, j'avais pas eu d'expérience olympique en tant qu'entraîneur avant. Et quand on te balance dans les jeux comme ça, sans avoir rien préparé avant, bah c'est un peu comme quand tu vas au bac et que t'as rien réalisé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu pars, t'as la pression parce que tu sais pas vraiment où tu vas, t'as pas eu le temps de programmer ce que tu avais envie de faire. Et je pense que cette expérience olympique, elle a été superbe parce que j'ai tout connu à ces jeux. J'ai eu la grave blessure de Guilbault Cola qui s'est cassé le genou la veille de la course. Ouais. Ça, pour moi, ça a été un moment terrible. Parce que finalement, Guilbault, c'était son dernier rêve olympique. On l'avait construit aussi ensemble depuis qu'on avait travaillé. Il y avait les jeunes aussi à gérer derrière, mais ça a été un moment qui a été dramatique parce qu'il l'a super mal vécu, parce que se casser le genou la veille des Jeux, c'est juste... Enfin bref, je te fais pas un dessin. Puis ça se reporte aussi sur toute l'équipe, j'imagine aussi. Voilà. Et puis après, il y a l'éclosion de tout ce talent qui arrive avec la jeunesse, qui sont complètement décomplexés à ces jeux, qui skient à leur niveau et qui finalement font des perfs extra. Il y a Ben qui fait 8, Perrine fait 5 des qualifs. Bon après, elle réitère pas forcément sa performance en finale parce que bon, il y a un peu la pression, il y a ci, il y a ça, mais tu sens que le potentiel est là. Juste derrière les jeux, Perrine gagne le globe de cristal de la meilleure jeune sur la Coupe du Monde. Ben fait son premier podium en Coupe du Monde et c'est là que je me suis dit, mais là, il faut vraiment, vraiment se bouger, il faut bosser parce qu'il y a quelque chose à faire avec ce team. Donc après, ça s'est tout enchaîné. Bon, après, c'est une génération qui était avant, mais il y a Bena qui fait son titre mondial juste derrière en 2015, qui bat Michael Kingsbury quand même, qui est médaillé d'argent. Et puis après, t'es là et t'es dans un engrenage et tu lâches rien parce que tu sais que ça va le faire. Donc, pour répondre à ta question, pour Perrine, après 2014, pour moi, c'est le début de l'histoire. Donc, sur elle et sur le groupe, et c'est là que je me suis dit, la médaille d'or en 4 ans, on va aller la chercher. Et je me suis tout de suite dit ça dès le départ. Parce que finalement, je me rends compte que si toi, t'es pas persuadé à 150% de ce que tu fais, de ce que tu as envie de faire, tu peux pas le transmettre aux autres. Et pour moi, c'était clair qu'on partait pour une médaille olympique. Alors, c'est sûr que tu travailles pour aller chercher l'or. Après, je te dis franchement, une médaille olympique, j'aurais signé quand même. On dit ça avec du recul. Aujourd'hui, elle est championne olympique, donc on peut se permettre. Mais pour moi, c'était pas possible de repartir des Jeux d'après sans une médaille. C'était pas possible parce que je savais ce que je voulais. J'ai essayé de tout mettre en place. On est monté crescendo. On a fait des médailles à tous les championnats du monde. On a été présent sur les 3 derniers championnats du monde. Il y a eu quoi? Il y a eu Sierra Nevada, Kreisberg, Sierra Nevada et l'année dernière, sur les 3 derniers championnats du monde, à chaque fois on a un titre. Ouais. Donc, tu vois, pour moi, c'est la continuité de quelque chose et c'est se persuader tout le temps que tu es capable de le faire et voilà. Et il faut se remettre en question, faut pas se dire ouais, super, on est des champions olympiques, ça va être génial, on va s'éclater, on va éclater tout le monde et voilà. C'est pas comme ça que ça se passe. La concurrence, elle est là, elle bosse d'arrache-pied et nous, ça nous pousse dans nos retranchements et puis il faut qu'on se creuse la tête aussi pour savoir ce qui est bon pour nous, pour le groupe, pour les athlètes, pour qu'ils évoluent encore. Et voilà. Et donc le premier déclic, il est là en 2014 et oui, je me suis dit clairement dans 4 ans, l'équipe sera médaille olympique. Bon, c'est peut-être complètement faux, mais je me suis toujours dit, des sportifs olympiques à ce niveau-là, en tout cas des sportifs de haut niveau, ils ont quasi tous le même niveau technique. Est-ce que peut-être que des fois, ce qui fait la différence, c'est peut-être au niveau psychologique? C'est clairement, c'est ce que la tête va décider de te faire aussi. C'est pour ça que je pense que des moments d'entraînement où finalement tu te lèves, il fait pas beau, c'est gelé, il pleut, il neige, tout ça, bon, c'est galère. C'est galère, je suis d'accord. C'est galère pour tout le monde, c'est galère pour eux, c'est galère pour nous. Mais tu vois, au-delà de l'aspect de s'entraîner dans des conditions de merde, j'ai l'habitude de dire, c'est pousser finalement ton côté psychologique à te dépasser sur quelque chose, de prendre sur toi, d'aller chercher un petit peu plus loin que ce que tu as l'habitude d'aller chercher. Et ça, je parle pas en disant faut se faire mal à l'entraînement, parce que pour moi, se faire mal à l'entraînement, c'est une connerie. Pour moi, faut travailler correctement, faut travailler sereinement. Se faire mal à l'entraînement, oui, enfin que ce soit dur, oui. Pour moi, se faire mal à l'entraînement, c'est pas vraiment le mot que j'utiliserais pour aller chercher de la performance. Mais c'est clair que le psychologique a une incidence incroyable sur le résultat. Nous, ça a été plusieurs fois le cas sur des résultats qu'on a pu obtenir.
et, et notamment la médaille d'or Perrine. Ça a été la médaille d'or Perrine, ça a été la course la plus difficile de sa carrière, alors qu'elle était en position de favorite. Elle avait explosé les qualifications de plus d'un point. Elle était largement en tête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre les deux journées de repos qu'il y a eu, qui précédaient la finale, elle a explosé complètement, quoi. Ouais. Comment tu fais justement dans ces cas-là, quand t'en as un qui est bloqué psychologiquement, tu sens qu'il va pas y arriver. Comment tu fais pour franchir le cap? Là, heureusement, Perrine travaille aussi avec une préparatrice mentale avec lequel je suis très en lien. C'est pour ça que il faut vraiment tous discuter ensemble, avoir vraiment ce triangle autour de l'athlète pour l'aider à ce moment-là, parce qu'il en a besoin. Et puis surtout rien lâcher au niveau des détails, quoi, parce que là pour le coup, le détail est vraiment plus qu'important. Et c'est vrai que Perrine là sur le fait d'aborder cette finale olympique, elle avait énormément de pression parce qu'elle savait qu'elle était, et c'est même sûr qu'elle était capable de le faire, parce qu'elle avait gagné les qualifications, donc elle était forcément en position de médaillable. Et je pense que c'est ça qui lui a mis la pression. Elle était hyper crispée, et je peux te dire sincèrement que ce soir-là, c'est la tête qui l'a fait basculer, c'est pas autre chose, parce que finalement elle fait que reproduire le ski qu'elle avait fait depuis une semaine. Mais pourquoi finalement elle gagne les qualifications? Le premier run, elle fait 6e, elle fait 3e, et au dernier run, elle gagne. C'est bien qu'à un moment donné, on va dire que mentalement, elle est plus cramée à la fin, mais elle arrive à faire meilleur résultat. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'aspect psychologique prend le dessus, et qu'elle est capable d'aller chercher quelque chose qu'elle a pas été chercher en début de journée. Et sincèrement, quelques minutes qui précédaient le départ, quand elle est arrivée, elle était vraiment très fatiguée. Ça c'est vrai. Physiquement, il y avait vraiment de la fatigue. Il faisait très 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 froid. Et puis mentalement, elle était épuisée. Parce qu'il y avait un brouhaha aussi incessant tout le temps autour d'elle, de personnes qui sont pas forcément dans le groupe de temps en temps, qui te rajoutent de la pression, fais ci, fais ça, faut ce qui est plus ce qu'il faut. Donc elle est arrivée à un moment donné, elle était à la limite d'exploser, quoi, au départ. Et c'est vrai que ce côté-là, psychique, on s'est reposé en haut, on s'est calmé, je l'ai chopé, je lui ai dit maintenant c'est simple, voilà, tu fais ce que tu as à faire, t'es pas fatigué, t'oublies tout ça, il te reste 30 secondes, tu joues ta carte à fond, tu te bouges le cul, et voilà, tu fais ce que tu as à faire, et puis tu vas à bloc. Et bon, je sais, mais c'est vraiment sincère. Quand je lui ai dit ça, on s'est vraiment parlé très franchement, ça a été très intense, et l'échange de regards a été hyper important. Et c'est vrai qu'après le discours, elle m'écoutait. Et je sais pas, je te jure, dans son regard, quand ça a été fini et qu'elle est repartie, je me suis dit là, elle va fracasser la piste. Là, tu t'es dit, elle va la gagner. Alors, j'ai pas pu me dire ça dès le début, mais je me suis dit, en tout cas, ça a changé quelque chose et elle aura pas du tout le même état d'esprit. Et ça s'est concrétisé quelques minutes après, parce qu'à la chaussée, elle avait pas du tout le même, le même engouement. Elle était beaucoup plus déterminée dans sa façon d'aller chercher quelque chose. Elle a vraiment fait sauter cette coquille d'œuf où elle avait vraiment envie d'y aller. Et les 2-3 premiers virages, tu sentais qu'il y avait de l'énergie là-dedans, et tu sentais qu'il y avait une envie vraiment d'aller chercher quelque chose. Et ça ça se ressent. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens. Je sais pas si c'est le fait que je sois proche d'elle ou de la manière dont je la connaisse, mais je savais que dans son comportement, il y avait quelque chose qui allait être différent, et que ça allait changer quelque chose sur la ligne d'arrivée. J'en étais persuadé. Ok, je te pose une dernière question sur la partie préparation entraînement et jour de compétition. T'as beaucoup de talent dans cette équipe, donc t'as Perrine Lafont, mais t'as aussi Benjamin Cavet, comme tu l'as abordé, qui enchaîne aussi les podiums chaque année. Il en a 19 podiums, je crois. Mais est-ce que pour les autres sportifs de l'équipe, c'est pas dur de se comparer? Alors, je sais que t'aimes pas trop ça, j'ai déjà lu ça, mais qu'est-ce que tu penses de ça, justement, de la comparaison? Comment tu peux gérer cette comparaison? Parce que j'imagine c'est inévitable entre certains sportifs de la même équipe quand ils vivent ensemble et que tu vois, à côté, lui, il fait 19 podiums, Perrine Lafont, elle fait médaille olympique, et moi, je fais pas grand chose là pour le moment. Comment toi, ton rôle là-dedans, comment t'agis à ce niveau-là? Alors, moi déjà, tu vois, par exemple, on essaye de faire très attention à ce qu'on dit, surtout au niveau du vocabulaire. Et tu vois, par exemple, moi, le mot comparaison, c'est quelque chose qui n'existe pas dans mon vocabulaire. Je ne compare absolument jamais les athlètes de mon équipe. Je dirais plutôt que c'est une trace à suivre. Ok. Donc c'est deux choses différentes. Tu vois, entre comparer, pour moi, c'est négatif. Tu dis, tu vois, lui fait ça, toi tu fais ça, mais t'es pas à ce niveau-là. Tu vois, pour moi, la comparaison déjà, elle est négative. C'est de dire,
Voilà, toi aujourd'hui ton niveau il est là, le sien il est là, regarde la trace à suivre qu'il y a pour arriver à ce niveau-là. Voilà. Donc la démarche déjà psychologique au niveau de la recherche de performance, elle est différente. Et en fait, si tu veux, moi je trouve qu'ils ont une chance inouïe, quoi. Ils ont une chance inouïe tout simplement parce qu'aujourd'hui le groupe est bien fait, le staff est performant, tous les gens qui travaillent autour d'eux sont performants et ils ont des mecs qui sont performants sur les pistes. Donc finalement, euh, ils ont un point à suivre comme une ligne de mire avec un quotidien qui leur est offert comme du pain finalement béni, quoi. Quand tu vois ce que une Perrine ou un Benjamin peuvent mettre en place tous les jours au quotidien à l'entraînement, en termes d'étirement, en termes d'échauffement. Alors après la technique, chacun a sa technique, mais quand tu vois les choses qu'on travaille, finalement, ils peuvent se calquer là-dessus, ils peuvent vraiment interagir par rapport à ça et de se dire, bah, j'ai aussi envie de faire pareil parce que finalement, ils ont le résultat devant les yeux et ils voient que ça marche, ils voient que ça progresse parce que les deux font partie des meilleurs skieurs du monde. Donc, ça veut dire que leur cheminement a été progressif et il a fonctionné. Donc, on va dire qu'ils sont dans les meilleures dispositions possibles aujourd'hui pour suivre la trace de leur coéquipier. Donc on compare très rarement. Après on fait des images interactives. On regarde par exemple, tu vois, en termes de virage, dire bah voilà, il prend le virage comme ça, toi tu le prends comme ça. Tu vois, Oui, si tu purement au niveau voilà, technique. donc Mais il n'y a pas de voilà. comparaison au niveau podium, Non, au non, niveau, voilà. non, ça c'est quelque chose que je veux pas et c'est pour ça que justement jusqu'au bout des ongles par rapport aux valeurs du groupe, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour moi les photos qu'on a souvent l'habitude de voir sur mes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux du groupe, via les résultats qui sont faits par Perrine, Ben, bon bah à très haut niveau, c'est le reflet en fait du travail qui est fait sur l'équipe au quotidien parce que finalement les jeunes aident aussi les anciens à se surpasser parce que finalement ils skient quand même fort les jeunes et ça les pousse un petit peu aux fesses pour dire oh attends les mecs ils arrivent, faut quand même qu'on y aille. Donc voilà, pour moi c'est ça le plus important. Donc je veux surtout pas comparer personne et surtout sur les fins de compétition où finalement tout le monde a donné le meilleur de soi-même. Peu importe le résultat individuel, il faut savoir que tu es en équipe, tu es dans un groupe et que bah, tu fais un sport individuel, mais tu le vis aussi en équipe Dans et, l'équipe. et tu dois être aussi content de pouvoir partager la victoire d'un de tes coéquipiers parce que si ton coéquipier n'est pas sur le podium et que c'est toi qui y es le lendemain, tu seras peut-être bien content qu'il soit aussi au pied du podium pour partager cette photo avec toi, partager le bonheur que tu as de monter sur un podium de Coupe du Monde. Et c'est ce qui fait le lien entre cette équipe et c'est quelque chose que je veux absolument garder parce que c'est l'essentiel même d'un groupe, quoi. Voilà. Ouais, bah, c'est top en tout cas. Ouais. Du coup, c'est des questions rapides que je vais te poser. C'est plus sur tes habitudes, tes tips, ce que t'aimes. Ouais. Donc c'est des petites questions et pour y répondre rapidement, ton plat préféré? Voilà, sans aucun doute, une côte de bœuf. Une côte de bœuf. Ok. Ouais. La musique qui te motive, que ça soit en entraînement ou en compétition. Alors j'écoute pas de musique pendant la course Ok. parce qu'il faut que je sois vachement attentif. J'ai déjà une oreillette en fait, si tu veux, avec mon staff avec lequel on se parle. On est très à l'écoute des scores, des chronos, Et ouais. bref, de l'évolution en permanente de la course. Donc je peux pas écouter de musique. Par contre, j'ai une routine moi que je mets en place. Je fais toujours la même chose. Donc j'ai mes habitudes. Je pose mon sac souvent au même endroit. Maintenant, je connais les pistes par cœur. Donc je pose souvent mon sac au même endroit. Enfin c'est plus je suis quand même quelqu'un d'assez maniaque et je dirais pas des tocs mais c'est mes habitudes. Je suis concentré comme ça, je sais ce que j'ai à faire. Et en tout cas, il y a des rituels qui sont très posés et voilà, je les change rarement en tout cas. Bah, c'était une de mes Après sinon j'écoute le soir la musique, j'écoute beaucoup de tout mais pas mal de hip-hop. Voilà, j'aime bien IAM, Au revoir un printemps, j'aime bien. Ok, bah je viens de chez eux, donc ça me plaît beaucoup aussi, ça me parle. Euh, Voilà. tu me parlais justement là, c'était une de mes questions, des rituels. Est-ce Ouais. que tu as un rituel, toi, chaque jour, chaque semaine, pour bien attaquer ou pendant les compétitions justement? Est-ce que tu penses que c'est important? Est-ce que ça peut l'être pour toi en tout cas? En fait, j'essaie de m'adapter à chaque fois parce que c'est tellement tout le temps différent que si tu veux, les habitudes que tu vas prendre, elles seront sur le terrain avec des choses très précises, mais l'environnement, la météo et tout ça, le contexte, tout est tellement différent d'une année sur l'autre, même à des endroits de Coupe du Monde qui sont les mêmes, hein. Tu prends Deer 2019, c'est pas du tout le même que Deer 2020. Bref, tout change, l'atmosphère. Bref, il y a énormément de choses à reprendre en compte. C'est tout le temps évolutif, donc faut vraiment être aux aguets pour être précis.
Après non, j'ai pas spécialement de gris-gris comme ça. C'est en fait, si tu veux, c'est plus tous les jours au quotidien que je le mets en place, ça, avec de la performance au quotidien, d'essayer de rien laisser au hasard tous les jours, qui fait que je suis serein vraiment le jour de la course. C'est plus de la préparation. Voilà, Tu essaies de te préparer au max que tous les imprévus soient prévus finalement. Ouais, j'essaie au maximum. Après, c'est pas toujours évident, surtout quand tu fais voyager, on va dire une dizaine de personnes autour du monde. T'as toujours des moments où c'est un petit peu plus difficile que d'autres sur des voyages, sur des transactions d'avion, voilà. Donc j'essaye d'anticiper. Je suis quelqu'un d'assez prévoyant. J'aime pas forcément l'imprévu. C'est peut-être un défaut, mais en tout cas, ouais, pour une gestion d'un groupe comme celui-ci, c'est bien d'essayer de prévoir les choses à l'avance et comme ça, je sais que sur le terrain, pardon, je suis plus serein, plus tranquille et que j'ai moins d'autres choses à penser en tout cas. Ok. Du coup, de l'autre côté, la musique qui motive tes sportifs, toi. Perrine, elle écoute beaucoup de Céline Dion. Okay. Voilà, Céline Dion, ça lui parle pas mal. Elle écoute ça. Après Ben, il écoute beaucoup de hip-hop. Là, je sais que tous les jeunes écoutent beaucoup de hip-hop. La bande des garçons, ils écoutent beaucoup de hip-hop. Ok. Tu l'occupes comment ton temps libre? J'imagine quand tu suis pas tes sportifs, t'en as peut-être pas beaucoup, mais quand tu suis pas tes sportifs ou quand toi-même t'es pas sur les pistes, comment tu l'occupes? Lecture, film, cuisine? J'essaie de m'aérer. Quand je rentre, je profite un maximum de ma compagne déjà. Bah ouais. Les années futures, ça va me changer parce qu'en fait, on attend un bébé pour le mois d'octobre. Ah, félicitations. Merci. Donc là, je pense que mon temps va être compté maintenant. Mais sinon, non, c'est vrai quand les beaux jours reviennent, j'aime bien m'extérioriser un peu, j'aime bien faire du vélo, faire un peu de sport pour moi. Je le fais avec des copains ou sinon seul. J'aime bien partir aussi un peu tranquille, faire du vélo. Ça m'aère un petit peu l'esprit. C'est fou, mais c'est la vérité. Quand je suis sur le vélo, que je vais faire, je sais pas, 80, 100 bornes, je pense à plein de choses. Je pense à comment je peux gérer la suite. Enfin, je sais pas, c'est dans un contexte différent, mais je vois autre chose. Ça me sort un petit peu de tout ça et voilà, ça me permet moi aussi de me dépasser aussi encore un peu, de garder la forme. Ouais. Voilà, sinon, j'en profite aussi vraiment pour profiter de mes proches, c'est le plus important. Ma famille que je vois rarement, mes parents, mon frère. Et puis mes copains aussi, parce que mine de rien, sur une année complète, je les vois pas souvent. Donc voilà, j'essaye de diviser mon temps entre toutes ces activités et je peux te dire qu'à la fin du compte, il ne reste pas beaucoup. Il en reste pas beaucoup, bah ouais, j'imagine. Non. Du coup, peut-être que t'auras pas le temps d'en regarder beaucoup d'autres, mais c'était une de mes questions, c'était le sport que t'adores regarder en dehors du ski de boss. Alors, je suis un fervent de sport. Moi, je regarde tout, mais vraiment tout, quoi. Je m'intéresse vraiment à tous les sports. Après, il y a vraiment des sports qui me marquent plus que d'autres. Moi, j'aurais pas fait du ski, j'aurais peut-être fait du motocross. Ok. Je suis vraiment un fan de motocross. Sinon, ouais, je suis vraiment tous les sports parce que après, quand t'as fait du sport de haut niveau et que tu sais ce que la performance implique, ouais, je sais pas, j'aime bien voir aussi l'éclosion des autres champions. Je suis assez focalisé sur les reportages sportifs, tu sais, de carrière, de coach. J'aime bien voir s'il y a des comparaisons, pas des comparaisons, mais s'il y a des similitudes. Voilà, je m'intéresse, je me documente par rapport à ça et voilà, pour essayer de chercher Ouais, la petite bête. il y avait des supports. Moi, je regardais pas mal les reportages sur Canal Plus Sport. Il y en avait des bons sur pas mal de sportifs. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Voilà, c'est comme ça que je perds mon temps, on va dire. Ouais, ou que tu l'occupes bien. Ou j'occupe, ouais. L'outil que tu utilises le plus. Alors ça peut être ça peut être un outil sur ton portable, ça peut être un outil au niveau ski, ça peut être l'outil qui te fait gagner le plus de temps, d'efficacité. Tu vois, ça peut être une personne aussi, une habitude que tu as. Ouais, je travaille beaucoup avec mon ordinateur, ça c'est sûr. Il me sert à tout organiser mon planning, mes billets d'avion, mes hôtels. Toutes tes vidéos d'entraînement, elles sont là-dessus La aussi. vidéo d'entraînement sont là-dessus aussi. Ouais. Pour tout ce qui est débriefing vidéo, c'est fait là-dessus. Donc, ouais, je pense que je passe quand même pas mal de temps sur mon ordinateur en dehors du terrain. Donc, c'est un élément en tout cas qui aujourd'hui fait partie intégrante de mon métier, quoi. Ok.
Et enfin, dernière petite question très rapide que je poserais, c'est quels seraient ton ou tes conseils que tu donnerais à une personne, un sportif, qui a un but ou qui veut atteindre un but qui lui semble mais insurmontable. Tu vois, un sportif par exemple, bon, je vais pas te dire j'ai envie de gagner une médaille olympique parce que je sais que maintenant à mon âge ça va être difficile. Qu'est-ce que tu lui dirais qui pourrait le motiver et comment il pourrait atteindre ce but insurmontable, qui lui semble insurmontable en tout cas? En fait, si tu veux, moi je pars du principe que quand tu as déjà décidé de faire quelque chose, c'est que tu as la motivation pour le faire. Donc après, il faut bien se mettre dans la tête que quand tu décides d'atteindre un objectif, il y aura forcément des côtés positifs et des côtés négatifs que tu aimeras le moins. Donc ça, je pense qu'il faut être clair avec ça au départ. Mais quand tu as pris la décision d'aller dans un objectif, je pense qu'il faut rien lâcher, surtout. Et vraiment te mettre dans la tête que justement, si tu as décidé de le faire, c'est que tu t'en sentais capable. Donc pourquoi pas aller au bout? Et finalement, c'est justement encore ce côté mental qui des fois fait faire aux gens des choses qui pensaient finalement insurmontables. Donc je pense que c'est choisir quelque chose, le prédéfinir, se le mettre dans la tête et puis aller à fond de ce que tu as envie de faire, quoi. Mais c'est d'aimer ce que tu fais surtout. Ouais. Voilà. Écoute, en tout cas, tu as l'air très passionné, Ludovic. Merci pour ces super conseils. Merci d'avoir encore de parler de préparation physique, mentale, olympique et surtout de succès. Ça m'a beaucoup appris à moi d'abord et je pense que ça pourra servir aux auditeurs et à d'autres personnes. J'espère à très vite. Et puis, je te souhaite à toi et à l'équipe de France de ski, j'en doute pas du tout, mais encore plein de réussites. Je me fais aucun souci là-dessus. On va croiser les doigts. Oui, merci beaucoup Ludovic. Avec plaisir, merci à toi. L'épisode est déjà fini. Je vous avoue que c'est passé très très vite pour moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et comme je vous l'ai dit au début de celui-ci, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note 5 sur 5 sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des retours constructifs à me faire, des conseils à me donner, m'envoyer un message tout simplement, ou des personnalités à me proposer pour le podcast ou pour me mettre en contact avec, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez le faire via mon compte LinkedIn, Renan Bronchard-6 Mikhailov, par mail à renan.bronchard@gmail.com ou via mon Instagram @bronchardmikhailov tout attaché. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur ces différents réseaux si ce n'est pas déjà le cas. Donc à très vite pour un second épisode. Petit indice pour ma prochaine discussion, la personne a un des palmarès les plus impressionnants dans son sport en tant que sportive, mais aussi en tant qu'entraîneur. On se retrouve sur le prochain épisode. Salut!